Donc, bonjour à vous trois, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ici présents et sur Facebook. Aujourd'hui, j'ai Marie-Christine Chartier, Hélène Kochalniak, est-ce que je le prononce correct? Ouais? Pas mal bon. All right. Et Sylvie G. Exact. Gagnon? Non. Non, Sylvie G. Sylvie G. Parfait, on va garder ça de même. Donc, une table ronde aujourd'hui sous le thème Jeune adulte. Jeune adulte qui est la génération Z, dont je fais partie. Plus spécifiquement, on parle de ces jeunes-là parce qu'ils sont nés entre 98, 2010, 2011. Ils sont caractérisés par le fait qu'ils sont nés dans une ère où tous les services de communication sont déjà bien implantés dans la société. Fait que ça apporte plusieurs caractères à cette génération-là. Donc, j'en fais partie. Fait que ça risque d'être intéressant comme échange. Fait que je vais vous laisser un petit peu de temps au début si vous voulez parler de vos œuvres. Comment le thème du jeune adulte en sort. On peut commencer par toi, Marie-Christine. Moi, j'ai 4 romans à ce jour. Je n'ai pas 25, mais j'en ai 4. J'ai L'allégorie des truites arc-en-ciel, Tout comme les tortues, Le sommeil des loutres et La floraison des nénuphars. Ce sont des livres qui sont ancrés... en fait, les jeunes dans mes livres ont entre 19 et 30 ans. Donc, disons que mes personnages qui ont la trentaine sont peut-être moins jeunes adultes, mais ils s'adressent quand même à un public qui est très centré autour de ces grands questionnements identitaires-là. Moi, on m'a dit très tôt, quand j'ai commencé à écrire, d'écrire ce que je connais. Surtout pour commencer, quand j'ai commencé à écrire un premier roman, j'avais envie de parler des enjeux qui étaient proches de moi, de parler de thèmes qui me ressemblaient. Donc, je pense que c'est un peu aller de soi que j'allais écrire pour les jeunes adultes parce que c'était complètement ce que j'étais. J'ai commencé mon premier, j'avais 26 ans, donc quand même, j'étais pas loin de la génération Z. Oui, c'est ça. Les 4 livres que tu as écrits, est-ce qu'ils sont interreliés? Est-ce que c'est des... En fait, on peut choisir n'importe lequel et commencer. Le premier livre, L'allégorie des truites arc-en-ciel, et mon dernier, La floraison des nénuphars, on retrouve les mêmes personnages. C'est une suite, mais je voulais que ce soit une suite indépendante parce qu'il est sorti quand même presque 4 ans après mon premier. Je voulais pas que les gens puissent pas suivre s'ils n'avaient pas lu le premier. Donc vraiment, sont indépendants l'un de l'autre quand même. Mais sinon, autrement, ce sont des histoires qui sont uniques et indépendantes où je traite principalement de relations interpersonnelles, de grands questionnements par rapport à où je m'en vais dans la vie, l'amour, l'amitié. Ben oui, exactement, les grandes questions. Là. Oui. Et de l'autre côté, Mme Kochalniak? Moi, j'ai déjà 6 romans pour adultes. OK. Est-ce que tu te considères dans cette catégorie-là? Bien, je pense que oui. À 23 ans, je pense que je suis dans cette catégorie-là. Mais je fais partie de la génération Z, dans le fond. C'est ça. J'ai un recueil de nouvelles pour même section de la population, si tu veux. OK. Et après avoir écrit ça, moi, j'avais besoin d'un nouveau défi. Alors, j'ai décidé d'écrire un livre pour les adolescents. OK. C'est au sujet de l'anorexie. Donc, moi, c'est très actuel quand même, c'est très présent dans la société. Et quand je choisis un thème, c'est toujours un thème qui est actuel, de toute façon. Mais je sais que l'anorexie touche beaucoup les gens de ta génération aussi. Oui, mais oui, effectivement. Alors, quand on lit mon livre, on apprend exactement ce qu'est l'anorexie, quelles sont ses conséquences, quelles sont ses causes. Les parents apprennent à, disons, comment gérer quand ils ont des enfants anorexiques. Alors, en gros, c'est ça. C'est ça, vous dites, ça peut montrer aussi aux parents qui ont des enfants qui vivent ces problèmes-là, comment gérer ça, vous dites? C'est exactement ça, parce que les parents quand ils finissent par accepter que le comportement de leur enfant, c'est de l'anorexie, parce qu'au début, ils ont beaucoup de difficultés à accepter. Là, ils décident d'aller voir une psychothérapeute et en plaçant les parents dans une situation comme ça dans mon livre, là, la psychothérapeute explique aux parents comment gérer la situation. Exactement. Il y a sûrement eu une recherche à faire là-dessus pour savoir énormément le de recherches. Beaucoup de lectures et beaucoup de consultations aussi avec des travailleuses sociales qui ont travaillé avec des anorexiques. OK. Intéressant. Ça promet d'être intéressant. Merci. Et de l'autre côté, Sylvie? À mon tour, on peut se tutoyer? Oui. OK, c'est bon. Moi, j'ai écrit plusieurs romans pour adultes, mais j'en ai
ou 10 qui sont pour jeunes adultes. La raison pour laquelle j'écris pour eux, c'est que j'étais intervenante et c'est avec eux que j'intervenais. OK, vous aviez un bagage déjà. Oui, et ma fille fait partie de cette génération-là aussi. Donc, les amis, donc je les connais quand même bien. C'est un bon portail quand même. C'est un bon portail. Et la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire pour eux, bien, c'était avant, je travaillais dans une école et les jeunes se butaient à des mots compliqués. Et j'ai vite remarqué qu'ils décrochaient à cause de ça. Donc, j'ai voulu écrire des histoires simples avec des sujets d'actualité pour eux. Et ce que j'ai remarqué aussi, peut-être parce qu'ils sont nés dans la génération de la technologie, ça va vite. Hein? Ça va vite, on scrolle Instagram et tout ça. Et je sais de fait que l'attention est moins longue. C'est-à-dire que ta génération vont lire, je t'inclus, hein? Cette génération-là va lire, mais pendant de moins longues périodes. Alors, quand j'écris pour eux, mes chapitres sont plus courts, par exemple. OK. C'est directement adressé. T'sais, non seulement ça parle de cette génération-là, mais c'est aussi adressé. Clairement, je vais trouver des sujets qui les touchent. Je pense, entre autres, à la première série que j'ai écrite, qui était pour les jeunes de ma classe, les enquêtes de Kelly McDade. Bon, bien ça, dans le premier, on parlait de cyberprédateurs, on parlait de GHB, la drogue du viol, on parlait de santé mentale, de violence, de gangs de rue dans le quatrième. Donc, j'ai toujours des sujets qui revenaient en consultation, clairement. L'intervenante n'était pas loin là, dans mes romans. C'est un bon bagage. C'est ça. Puis, ben c'est ça, j'ai fait une série sur des jeux d'évasion, des choses que j'essaie d'aller les chercher de cette façon-là, mais aussi dans... J'y vais avec des chapitres courts, des phrases plus courtes que quand j'écris pour adultes. Voilà. Très bien. C'est ça. Donc, on va y aller avec des questions plus générales. Fait n'hésitez pas, si jamais quelqu'un qui apporte un point, vous voulez rebondir sur un point, n'hésitez pas. Fait que ma question, la grande question, c'est quoi votre vision de la génération Z? Je peux y aller? Oui, comme vous voulez, qui veut y aller? Je vais y aller. All right. Moi, j'adore cette génération-là parce qu'elle est quand même différente de la mienne. Je les trouve très allumés. Puis c'est pas par hasard que j'écris pour eux, c'est parce que je les trouve brillants, déterminés. L'âge là, dont on parle, c'est comme un 18-25 ans. À cet âge-là, oui, tu es un adulte à 23 ans, mais tu n'as pas le bagage de vie de 40-50 ans qui fait que parfois, nous, on est sur les freins pour certaines affaires. Puis ça, j'adore ça. Parce que dans la vie, on devrait moins avoir peur. Puis je trouve que vous êtes beaucoup plus audacieux qu'on l'était dans ma génération. Donc moi ça, on peut faire dire bien des affaires à ces personnages-là, beaucoup plus qu'à des personnes adultes qui sont très posées, réfléchies des fois. Donc je trouve que ça fait des beaux personnages colorés. Puis en tout cas, je pense pas me tromper quand je dis que vous êtes audacieux, vous êtes déterminés, que, bon, bien sûr, vous avez des questions comme tout être humain, là, mais je pense que vous êtes... on est dans l'âge aussi. Oui. On est dans l'âge où on se pose absolument. Une question. Fait que... Mais je pense que vous êtes fonceurs, peut-être plus que d'autres générations. C'est ce que je me trompe. Okay. J'en fais partie, c'est sûr. C'est sûr que de voir ça, moi aussi, je trouve, c'est une très belle vision. Je trouve que c'est très aussi dans le mille. Oh, petit problème de... T'as plus le droit de parler. Non. Est-ce que le mien fonctionne? Oui. OK. Je vais y aller. En attendant, peut-être qu'ils vont régler le problème en attendant. Testing. Ça marche. Bon. OK. Alors, ce que je dois dire, moi, c'est que j'ai des petits-enfants de ton âge. OK. Puis, je trouve que vous êtes une génération qui est, tant mieux, préoccupée beaucoup par l'environnement. Oui. Ça, c'est certainement un plus. Je trouve aussi que c'est difficile pour vous, des fois, de choisir une carrière parce que vous avez tellement de choix. Oui, c'est une réalité, c'est ça. C'est une réalité complètement différente. Là, oui, tellement de choix. Tu sais, comme je vois beaucoup de jeunes qui commencent l'université, qui commencent dans un programme, décident, peut-être que non. Tu sais, je me sens un peu mal pour vous autres dans le sens que vous semblez avoir beaucoup de difficultés à finir par choisir. Oui. Puis même après qu'on a choisi, là, c'est trouver un travail qui répond à l'apprentissage que vous avez fait. Parfois, c'est pas possible. Mais quand même, je suis d'accord avec Sylvie, que vous êtes quand même audacieux. Vous foncez dans la vie. Alors, tant mieux.
Ouais, très belle vision, encore une fois. Je vais faire du pouce là-dessus parce que c'est vrai que parfois c'est difficile d'avoir beaucoup de choix. Puis moi, je suis pas dans cette génération-là, mais je suis pas loin non plus. J'ai eu 30 ans. Ouais. Il y a beaucoup des enjeux. Ben, j'ai grandi quand même avec un cellulaire, Internet, tout ça. Je pense que ça, j'ai quand même vécu un peu de la même façon que les un petit peu plus jeunes ont c'est vécu. propre pas seulement à nous, c'est propre à la société en ce moment. Il y a de la job partout. Fait que n'importe qui se trouve une job. Mais c'est aussi l'idée. Moi, ce que je trouve qui est cool, c'est qu'actuellement, je trouve que les jeunes adultes éclatent à peu près toutes les barrières puis les espèces de cadres qu'on avait. Ouais. Puis il y a eu une vision très linéaire de je vais à l'école, j'ai un emploi et ça, c'est ma vie. Moi, mes beaux-parents ont fait le même emploi toute leur vie. Mes parents ils ont travaillé sensiblement dans les mêmes choses toute leur vie. La et carrière là, on avec un grand arrive C. un petit peu dans une espèce de renouvellement de comment voir la vie, comment voir la carrière. Aussi, moi, je suis un exemple de ça au sens où je vis de toutes sortes de choses. J'ai étudié dans un domaine, j'ai fait autre chose, j'ai étudié dans un autre domaine. Finalement, je suis allée, là, j'ai écrit des livres qui n'ont pas rapport avec... Je me suis rendue jusqu'au doctorat, j'utilise pas ça. Donc, on est un peu dans l'espèce on est un peu dans un univers des possibles. Je trouve qu'il y a comme des façons de le voir où ça peut être très anxiogène par moment, mais ça peut aussi être vraiment libérateur de se dire qu'il n'y en a peut-être pas de cadre qui fit nécessairement ou qui est nécessaire à suivre pour pouvoir avoir une carrière qui nous plaît. Puis, c'est aussi, je pense, beaucoup une génération qui a envie de suivre ses passions pour faire sa vie et non le contraire. Donc, c'est vraiment un changement de mentalité qui est quand même intéressant aussi. Oui, c'est vraiment une idée de la carrière qui est complètement différente que ce qu'il y avait avant. Tout à fait d'accord. C'est normal que ça se renouvelle, que ça change. Et peut-être que la prochaine génération va tellement amener ça dans l'éclatement qu'on va revenir vers quelque chose de plus... Je veux dire, là, il y a plein de gens qui veulent s'acheter des maisons, on revient vers ça. Il y a plein... C'est un cycle, la vie. Oui, c'est ça. On a quand même eu des... Oui, vous aviez quelque chose à rajouter, je pense? Oui, parce qu'on parle de changement et de renouvellement. Je voudrais dire que ça, ce sont des concepts qui s'appliquent aussi dans vos relations humaines. Ah oui. C'est vrai. Pouvez-vous approfondir? Disons que... Au niveau du choix, vous voulez parler? Oui. L'incapacité de choisir. Oui, effectivement. C'est ça. Donc, autant vous changez de carrière, vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce que vous aimeriez faire. C'est un peu la même chose pour la question des relations humaines. Oui. Puis, qu'est-ce que Sylvie elle disait aussi, vous êtes fonceux, mais il y a aussi la peur de faire ce choix-là et de s'établir dans quelque chose parce qu'il y a tout le temps la peur de... Par exemple, moi, j'écris quand même des romans sur les relations humaines. Je pense que c'est quand même quelque chose qui revient... Faire le mauvais choix, Est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Est-ce que quand les volets éclatent puis qu'on a toutes sortes de choix, bien après ça devient plus difficile de dire voici le choix que je fais, par exemple, d'une personne. Et là, je travaille à faire fonctionner cette relation-là. Dans mon livre, La floraison des nénuphars, c'est un peu ça que j'explore. C'est un couple qui se sont rencontrés, ils apprennent à vieillir ensemble, et là, ils viennent à un moment où est-ce qu'ils se demandent, on vieillit, notre amour change, notre désir change, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on poursuit là-dedans? Est-ce que ça veut dire que j'ai besoin de quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il faut que je mette du travail dans cette relation-là? Je pense que c'est un bon point. C'est un choix que les gens n'avaient pas avant ou faisaient pas avant. Ouais. Moi, je trouve ça génial, dans le fond, de voir ce choix-là. Je trouve ça tellement beau. Je trouve que je suis pas née dans la bonne génération. Je fais des blagues. C'est cool, il y a vraiment des belles visions, mais c'est vrai, mais ça apporte quand même un lot de problèmes, entre guillemets, on va dire. La génération Z vient quand même avec certaines facettes plus... on est une génération qui a beaucoup plus de solitude, malgré tout, de dépression, on a parlé d'anorexie, beaucoup plus de problèmes à ce niveau-là. C'est quoi votre vision sur ce côté peut-être un petit peu plus noir de la génération Z? Mais en Parce fait, que je sais que vos livres en abordent quelques... Oui. Mais je pense que, moi, en tout cas, personnellement, les thèmes que j'aborde qui sont plus sombres dans mes livres, je pense qu'ils sont quand même intergénérationnels, où je vais aborder le deuil, je vais aborder certaines tristesses, certaines ruptures. Avoir une peine d'amour, je pense que ça s'est vécu à peu près dans toutes les générations. Mais l'espèce d'aspect d'être toujours entouré de gens avec nos médias sociaux, Instagram, texto, Facebook, TikTok, je sais pas, là, pas sur TikTok. Mais d'être tout le temps entouré de gens et pourtant de se sentir très seul, ça, c'est un sentiment qui est quand même, je pense, propre à cette génération-là parce que tu peux être tout le temps en train d'avoir des interactions, mais c'est pas des interactions qui sont profondément... qui veulent dire quelque chose nécessairement. Donc, je pense que ça, c'est facile de se perdre un peu là-dedans. Moi, je suis tout le temps entourée, mais est-ce que les relations sont saines? Ils font profiter, ils font grandir?
Moi, ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est que je trouve que votre génération est très, très préoccupée par la question de l'image corporelle. Souvent C'est très superficiel, oui. Oui, souvent des problèmes d'estime de soi, parce que je pense que votre génération a quand même été tellement entourée quand vous étiez petit. Les choix pas mal faits pour vous, dans le sens que est-ce que tu peux jouer avec ça? Est-ce que tu peux t'amuser seul? Tout est organisé, votre vie, tout organisé pour vous. Mais à un moment donné, quand vous êtes obligé de le faire vous autres-mêmes, je pense que c'est comme une espèce de recul devant tout ce qui s'offre à vous. OK. Oui, c'est un très bon point aussi. Bien, il y a aussi le fait, au niveau de la solitude, les familles sont moins grosses qu'avant. Avant Beaucoup d'enfants uniques. Avant, les amis, la famille, les amis, c'était la même chose. Maintenant, la famille, c'est les amis. Puis si les amis sont virtuels, ben c'est fragile. Fait que je pense que quand même la solitude par rapport à ça aussi, puis comme tu dis, beaucoup d'enfants uniques, tu sais, l'idée de perdre ses parents n'a vraiment pas le même impact que ça avait quand il y avait 10, 12 enfants. C'est le pilier, puis c'est les seuls. Exactement. Donc je pense qu'il y a une certaine solitude qui peut venir de ça. Vous avez mentionné quelque chose d'intéressant, je trouve. On en a parlé un petit peu tantôt, mais tout le côté numérique de notre génération, ça a un gros impact. Selon vous, c'est quoi votre vision de ça, la numérisation de tout, de la communication, tu sais, là, comme ça me concerne, à l'université, là, on a pensé en pandémie, mais comme tout est faisable en ligne, tout commence tranquillement pas vite à se diriger vers une espèce d'univers virtuel qui est comme, on dirait qu'on pourrait tout faire. Je pense sincèrement qu'il va y avoir un retour. Par contre, personne à qui j'ai parlé, moi j'enseignais à l'université pendant la pandémie, j'ai enseigné en ligne. J'ai pas connu beaucoup de gens qui tripaient. Ouais, non, les gens aimaient quand même ça. Bon, c'est sûr que c'est fun parce que tu as ton horaire, tu es chez toi, puis une fois de temps en temps, bon, OK, je peux prendre mon café puis je t'empile, c'est cool, mais éventuellement, on a besoin quand même de contact humain. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va revenir et qui est en train de revenir aussi. Les gens reviennent en présentiel, les gens sont contents de ça, là. Fait que moi, l'aspect... Tu sais, la question est quand même vaste. Qu'est-ce que vous pensez de la numérisation de l'information? On fait une thèse, là? Je sais pas. C'est essentiellement dans votre vision. Oui. Comment ça s'est reflété aussi dans vos livres? J'ai commencé à lire ton livre. Lequel? La floraison des nénuphars. Okay. Tu sais, dans ton livre, souvent, Camille et Max se parlent par texto. Exactement, c'est très actuel. Puis tu sais, des fois, ça laisse... tu sais, comme tu sais, quand on se parle face à face, on peut lire le non-verbal, on peut... ça crée des fois bien des problèmes, juste la communication. C'est une nouvelle façon de communiquer entièrement. Juste l'idée de dire, il faut que je sache quel emoji placer. Exact. Il m'a répondu, il a mis un point, il a pas mis un sourire, il est-tu fâché? Il y a beaucoup d'essayer de déchiffrer ce que l'autre personne est en train d'essayer de se dire, puis en même temps, il y a aussi un aspect très pratique à tout ça, dans le sens que je ne reviendrai pas en arrière à devoir appeler quelqu'un dans mon téléphone chez moi si on se rejoint quelque part. Il y a aussi un côté très... tout va vite. Ça fait juste accélérer le rythme des relations puis des informations, je pense. Idem. Je pourrais mettre mon nom là-dessus. Même opinion. Oui, exact. Tout à fait. Il y a aussi... Moi, je reviens à l'image de soi. Oui. Oui, bien, c'est sûr, ça... Et puis, je trouve que c'est sûrement pas un plus parce que les jeunes se servent des médias sociaux pour se lancer, disons, peut-être des insultes ou bien des choses qui ne sont pas nécessairement gentilles. Il y a toute la question aussi de sexualité. L'hypersexualisation, c'est ça. Donc, je trouve que ça vous cause des problèmes. Moi, je reviendrais tellement pas au secondaire à essayer d'avoir un compte Instagram, mettre des photos, de savoir que les gens dans mes classes peuvent commenter mes photos, tout ce qui est l'aspect des filtres, puis de la réalité. Je trouve qu'il y a eu vraiment un mouvement on revient vers un Internet qui est un petit peu plus naturel. Là, quand Snapchat et tout ça, avec les filtres, à un moment donné, c'était la folie des filtres. Là, les gens essayent de faire une présence en ligne qui est plus réaliste, mais c'est quand même complexe. Ça doit être absolument complexant. Ça éloigne de la réalité, tu sais, ce qu'on voit sur Internet, là, comme vous parlez. Tu te compares. Exactement, tu sais, au niveau de l'hypersexualisation, de tout.
Puis c'est sûr, ça l'éloigne de la réalité, puis ça crée beaucoup de problèmes, d'où les problèmes de dépression, de solitude, Mais en même temps, d'estime de c'est soi. magnifique aussi. Moi, je trouve qu'on est auteur dans un monde actuellement que c'est malade parce que avant, j'imagine que j'attendais les salons du livre pour avoir des rétroactions de la part des lecteurs et tout. Là, une personne finit mon livre, elle m'écrit un message sur Instagram, je le vois la soirée même, puis on a un échange. Oui, oui, on est quand même dans ça, pour cet aspect-là, je trouve que c'est quand même fantastique parce qu'on a des échanges avec les lecteurs d'une façon que les auteurs ont peut-être pas eu avant, puis on est capable ils sont capables de voir un peu des parties de nos vies, de comprendre qui on est, s'intéresser à nos œuvres. Fait que ça, c'est quand même le fait. Oui, ça rapproche les gens quand même. Oui, C'était fait pour par ça à la moment. base, puis ça Exactement. répond bien à ce besoin-là. Oui, Exactement. on va y aller vers une question pour conclure un petit peu. Si vous aviez un message à envoyer à ma génération, en fait, ça serait À toi. lequel? Ouais. Ben, à ma génération qui écoute, j'en vois un autre juste là. À la génération Z. Peut-être à la Acheter lumière de mes vos livres. livres, à la lumière des thèmes que vous abordez dans vos livres. C'était une blague, j'ai acheté mes livres. OK. Mais je pense que c'est se faire faites-vous Hey, confiance. Seigneur, elle lit dans ma tête. T'avais-tu commencé? Vas-y. J'avais pensé la même Je chose. suis désolée, Non. j'arrête pas de voler tes idées. Non, mais c'est parfait parce que c'est peut-être là, puis peut-être que ça vient de ce que vous disiez, Hélène. Tu sais, vous avez beaucoup de choix, puis à un moment donné, avoir beaucoup de choix, ben c'est l'embarras du choix, puis on vient qu'on hésite devant ça. Puis ça, je le vois peut-être, l'indécision. Faites-vous confiance, allez-y. Vous êtes des gens comme ça qui allez avec votre cœur, beaucoup plus que la ration, que dans le temps, ben il faut gagner tel salaire, il faut que ce soit une job qui a un débloqué. Ben on entendait ça. Mais maintenant, vous avez le choix. Alors écoutez-vous, faites-vous confiance. Moi, mon message, ça serait ayez pas peur quand même d'écouter ce que les personnes âgées ont à dire. Parce C'est qu'à vrai. cause de leur expérience de vie, Ça compte beaucoup. même si parfois ce qu'on dit ou ce qu'on donne comme conseil, ça a l'air vieux jeu, ça peut quand même être très valable. Ah bon. Puis pour faire du pouce à ce qu'on disait aussi, en se faisant confiance, c'est aussi de se donner du temps. Je pense qu'être un petit peu plus patient avant de faire des changements, des décisions, des fois on est très pressé. Fait que peut-être juste à développer un petit peu sa patience. Moi, en tout cas, je sais que c'est quelque chose que j'ai fait entre ma vingtaine et là, maintenant, en début trentaine. Et ça fait du bien, des fois, de prendre le temps de réfléchir avant de sauter d'une chose à l'autre parce qu'on est tellement stimulé. Mais c'est justement, je pense que ça vient justement avec la fameuse génération de tout va vite avec les téléphones, on n'est pas habitué d'attendre. Oui, est non, c'est juste ça. On pas a tout le temps habitué. tout là. Ouais. Exactement. Hey, c'est des très bons conseils. Merci beaucoup. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Oui, non, peut-être. All right. Merci beaucoup. Merci. C'était une très belle discussion. Fait que Marie-Christine, Hélène, Sylvie, je vous souhaite un bon restant de Salon du Livre. Puis j'invite les gens sur Facebook et ici présents à aller vous voir à vos kiosques. Merci beaucoup. Billy. Merci, Bélé. Plaisir.